Bienvenue dans ce diaporama reprenant en une vingtaine de minutes les essentiels de l'acte transfusionnel à destination des infirmiers et des sages-femmes. Nous allons commencer par des rappels généraux importants pour comprendre toutes les vérifications nécessaires avant transfusion. Le sang est constitué de plusieurs éléments, les globules rouges, les plaquettes et globules blancs et le plasma. À la surface des globules rouges se trouvent les antigènes globulaires qui déterminent le phénotypage érythrocytaire. Les anticorps, eux, se trouvent dans le plasma. Pour maîtriser la compatibilité ABO, il est important de connaître quels sont les antigènes et anticorps présents pour chaque phénotype érythrocytaire. Les anticorps anti-érythrocytaires sont des anticorps acquis suite à une transfusion, une grossesse ou une auto-immunisation. Ils sont à distinguer des anticorps naturels qui sont innés. Ces anticorps anti-érythrocytaires peuvent être potentiellement dangereux en générant une réaction contre les globules rouges lors d'une nouvelle transfusion ou grossesse. Le résultat de leur dosage est valide 72 heures, même si le patient est transfusé. Une transfusion de CGR amène aux patients des globules rouges et les antigènes présents à leur surface. Le CGR ne contient pas d'anticorps. Le risque est donc d'apporter au patient des antigènes contre lesquels il a les anticorps. Cela peut provoquer une réaction d'agglutination, voire d'hémolyse, pouvant entraîner un risque vital. Après ces rappels généraux, nous allons reprendre toutes les étapes de la chaîne transfusionnelle. La demande d'examen d'immunohématologie, phénotypage érythrocytaire et RAE, la commande, les contrôles à réception, les contrôles ultimes, la pause, la surveillance et le retrait, la traçabilité et l'archivage. Avant d'aller prélever une détermination de phénotypage érythrocytaire, je vérifie les antériorités du patient sur l'établissement. Pour cela, je vais consulter ses résultats dans EasyLy. Après sélection du patient, je clique sur Biologie. Je sélectionne la période du 15 mars 2019 au jour de la recherche. Je valide. Dans la case Rechercher une analyse, je tape étoile, étoile, IH, étoile, étoile pour trouver uniquement les résultats d'immunohématologie. Je clique sur l'icône du document pour pouvoir imprimer au format PDF. Je vérifie la présence de la norme ERA 404 sur les phénotypages érythrocytaires. S'il manque un ou plusieurs résultats, ou s'ils sont antérieurs au 15 mars 2019, je réalise les prélèvements nécessaires sur prescription médicale. La deuxième détermination de phénotypage érythrocytaire ne doit être réalisée qu'en cas de contexte transfusionnel avéré, c'est-à-dire en cas de transfusion prévue ou d'intervention ou geste à risque hémorragique. Ces deux déterminations de phénotypage érythrocytaire doivent être prélevées, hors situation d'urgence, je les planifie à distance l'une de l'autre, si possible sur deux postes différents. Si le deuxième prélèvement est réalisé par le même professionnel, il doit impérativement consister en un deuxième acte indépendant du premier. Au moment de chaque prise de sang, je vérifie de manière consciencieuse l'identité du patient par une question ouverte et je croise cette identité avec celle de l'étiquette qui va servir à identifier le tube et le bois. Pour la commande de PSL, différents documents sont nécessaires et à transmettre au dépôt de sang. La prescription médicale informatique, imprimée et signée par le médecin, les deux résultats de phénotypage érythrocytaire valides, postérieurs au 15 mars 2019, et un résultat de RAE de moins de 72 heures. Le dépôt de sang informe le service lorsque le PSL est prêt, une étiquette patient est apportée pour compléter la demande de remise des PSL au dépôt de sang. Pour limiter le risque de gaspillage de PSL, certains éléments sont à vérifier avant d'aller chercher la commande au dépôt de sang.
Les constantes du patient, pouls, tension, température, saturation, l'existence d'une voie d'abord fonctionnelle, l'information et le consentement du patient. Un document information pré- et post-transfusionnelle est à lui remettre. Enfin, je vérifie qu'un médecin est joignable à tout moment dans le service. Les contrôles à réception visent à vérifier que les bons produits ont été livrés au bon service, avec des conditions de livraison conformes. Ces contrôles sont tracés sur la fiche de délivrance. Après réception, je conserve les PSL et les transfuse en respectant les conditions de stockage et délais de transfusion préconisés. Pour les globules rouges, le stockage est à température ambiante et la transfusion doit être réalisée dans les 6 heures après délivrance. Pour les plaquettes, pour être efficaces, elles doivent être transfusées au plus vite et jamais placées au réfrigérateur. Au dépôt de sang, elles sont conservées sous agitation, à température ambiante. Enfin, pour le plasma, les facteurs de coagulation qu'il contient disparaissent rapidement après décongélation, d'où le délai optimal de 30 minutes. Avant de débuter une transfusion, je réunis toutes les conditions favorables en donnant mon téléphone à un collègue, fermant la porte de la chambre du patient, mettant la pancarte Actaris ainsi que le brassard pour ne pas être dérangé. Les contrôles ultimes comprennent les contrôles de concordance 3P, patient poche-papier qui concernent tous les PSL, et la réalisation de la carte de contrôle ultime de compatibilité uniquement pour les transfusions de CGF. Ces contrôles doivent être réalisés dans une unité de lieu, une unité de temps et une unité de personnes. Le contrôle de concordance 3P, patient poche-papier, se décompose en plusieurs temps. En premier lieu, je vérifie l'identité du patient ainsi que sa concordance avec l'identité sur tous les documents. Puis, je contrôle la concordance entre la poche et la fiche de délivrance, le type de PSL, le numéro d'identification à 11 caractères, le phénotypage, les qualifications, transformations et conformités par rapport à la prescription. Enfin, je vérifie la concordance du phénotype érythrocytaire du PSL avec celui figurant sur la fiche de délivrance, ainsi que sa compatibilité avec les résultats d'analyse du patient. La date de péremption et le respect du délai par rapport à la délivrance sont également contrôlés. Pour résumer, les contrôles de concordance vérifient les points suivants. Il existe différentes qualifications et transformations de CGR. Les plus couramment prescrites sont les suivantes. Le CGR phénotypé, qui a fait l'objet d'une extension de recherche des antigènes globulaires en plus du système ABO. Il est notamment prescrit pour les femmes en âge de procréer et les patients polytransfusés, afin d'éviter d'apporter aux patients un antigène qu'ils ne possèdent pas. Le CGR compatibilisé, pour lequel les CGR de la poche ont été mis en contact direct avec le sérum du receveur au laboratoire. Sa validité pour le patient est identique à celle d'une RAI. Ce type de CGR est prescrit en cas de RAI positif. Le CGR irradié, notamment utilisé pour les patients qui ont bénéficié d'une greffe de moelle et dont la prescription vise à prévenir le risque de rejet du greffon. La vérification de la compatibilité ABO entre la poche et le patient repose sur les règles suivantes. Pour les CGR, la poche de CGR ne doit pas amener d'antigène globulaire que le patient n'a pas et contre lequel il a les anticorps. Pour le plasma, la poche de plasma ne doit pas amener d'anticorps anti-A ou anti-B dirigés contre les antigènes des globules rouges du patient. Pour les plaquettes,
la compatibilité ABO n'est pas impérative. Pour le rhésus, un patient porteur de l'antigène D est dit rhésus positif. Un patient qui n'a pas l'antigène D est dit rhésus négatif. Le principe de compatibilité est le même. La poche ne doit pas amener d'antigène D à un patient qui ne le possède pas. Une poche rhésus positif ne doit donc pas être transfusée à un patient rhésus négatif. Lors de la prescription de sang phénotypé, je vérifie la compatibilité d'autres systèmes tels que grand C, grand E, petit e, grand K, en plus de la compatibilité ABO et rhésus D. Il n'est pas obligatoire que le phénotype soit strictement identique, mais la poche ne doit pas amener d'antigènes que le patient ne possède pas.